vous êtes venus pour la petite démo de tarte à la lime, c'est ici. La tarte, c'est moi. Donc, en fait, la recette va être disponible après sur le web. Je fais la recette pour le mélange à tarte en demi aujourd'hui pour vous montrer. Si vous faites une tarte complète, ça fait une très grosse tarte comme celle-ci que vous pouvez à peu près diviser en 2 tartes rondes régulières ou en plein de petites tartelettes. Le gros morceau intéressant avec ça, ça va être la meringue qu'on fait habituellement avec des blancs d'œufs, mais qu'ici, on ne fait pas avec des blancs d'œufs. Donc, on va faire avec de l'aquafaba, qui est le jus d'une canne de pois chiche. Donc, si vous n'avez pas encore entendu parler de ça, ça a révolutionné vraiment là, la cuisine des desserts végétales, en fait, parce que le seul truc qu'on ne réussissait pas encore à changer, si on veut, dans une recette, c'est vraiment les blancs d'œufs qui montent en neige. Donc, on n'avait pas encore de solution, si on peut dire, par rapport à ça. Maintenant, il y a quelqu'un qui a décidé de fouetter du jus de canne de pois chiche, puis ça a monté en neige. Donc, on réussit à avoir de la meringue. Donc, pour commencer, j'ai les ingrédients ici pour la tarte à la lime. Vous pouvez faire la même chose si vous voulez avec du citron au lieu de la lime. Ça va faire le même résultat, mais au citron. Vous pouvez faire l'équivalent avec des framboises, peu importe. Donc, c'est gelé avec de l'agar-agar, qui est comme l'équivalent de la gélatine, mais végétale. C'est issu d'une algue. Donc, je vais préchauffer mon petit rond ici à moyen. Pendant que ça se fait, je vais venir mélanger dans mon chaudron mes ingrédients. Donc, j'ai du lait de soya, une tasse et demie. Dans mes ingrédients secs, une tasse de sucre, une cuillère à thé et demie d'agar-agar qui va remplacer ma gélatine. Puis, de la fécule de maïs, j'ai 1/3 de tasse ici pour venir rendre le mélange plus onctueux puis épaissir l'appareil. Avec une tasse de jus de lime, la vanille. Puis, si vous voulez qu'elle soit plus verte, parce que du jus de lime, c'est pas particulièrement vert pour une tarte, vous pouvez rajouter un petit peu là, de colorant alimentaire, juste une petite pointe, puis ça va être suffisant pour avoir un résultat plus vert qui donne plus l'impression qu'on mange une tarte à la lime. Donc, mes ingrédients secs ici, je m'en envoie plein sur moi. Ça. La demi-tasse, la tasse et demie, pardon, de lait de soya non sucré qu'on va venir ajouter. On peut fouetter à mesure aussi pour aider à ce que ça soit bien mélangé. Puis, pour le jus de lime, vous pouvez prendre du jus concentré ou du jus de lime frais, là, si ça vous tente de zester puis recueillir le jus d'une bonne quinzaine de limes. Si vous prenez concentré, le résultat final va être un petit peu plus surette. Puis, si vous prenez du jus de lime frais, ben, on va être un petit peu plus sucré. Cependant, si ça ne vous tente pas de juicer 15 limes, vous pouvez prendre du concentré puis rajouter un petit peu plus de sucre. Vous le goûtez à mesure, puis vous allez selon le degré de sûr versus sucré que vous préférez. On ajoute le jus de lime. Ça ici. Puis, on va venir mettre ça à feu moyen jusqu'à ce que ça épaississe. Ça va épaissir quand ça va monter à ébullition. Puis, c'est l'ébullition aussi qui est vraiment importante pour que l'agar-agar réussisse à figer. Si votre appareil qui contient de l'agar-agar, qui est l'équivalent de la gélatine, comme je disais plus tôt, ne monte pas à ébullition, ça ne figera pas. Donc, vous pouvez vous en servir aussi pour une confiture, si vous voulez quelque chose de plus gelé. Au lieu de coulis, vous pouvez le figer avec l'agar. Il faut juste amener votre appareil à ébullition. Donc, j'ajoute le zeste de lime. Puis, on va amener ça ici à ébullition jusqu'à ce que ça épaississe. Pendant ce temps-là, ce que vous pouvez faire quand vous faites la recette à la maison, c'est vous occuper de votre tarte, de votre fond de tarte, la croûte en fait. Vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez prendre la croûte que vous voulez, acheter une croûte préfaite. J'aime bien utiliser ce que j'ai utilisé pour celle-ci. C'est une pâte feuilletée, congelée, du commerce, vegan. Vous faites juste vérifier les ingrédients, vous assurez que c'est vegan, puis c'est pas compliqué. Vous la décongelez, vous la roulez, vous la faites cuire, vous faites un fond de tarte avec.
Sinon, on peut faire un fond de tarte cru à base de dattes, d'avoine, des noix. Il n'y a pas de problème non plus. Puis si vous aimez les tartes un peu plus du genre avec une croûte Graham, les produits de Graham souvent contiennent du miel. Vous pouvez faire l'équivalent avec des Oreos dorés que vous passez au robot en petite poudre. Vous mettez un petit peu de beurre fondu, tapissez ça dans le fond de votre moule à tarte. On enfourne à 350 une dizaine de minutes. Vous avez un bon fond de tarte croustillant de biscuits. Donc, on va attendre que ça chauffe. Ça peut prendre un petit bout. Le bien important, pas faire comme moi hier, garder un œil dessus. Comme ça contient beaucoup de lait, ça a tendance à monter en ébullition super vite, puis à un moment donné, ça peut passer par-dessus. Vous allez vous ramasser avec du jello partout, dans le rond de poêle. Donc, si vous voulez rajouter un petit peu de verre, vous pouvez vraiment juste prendre là, une mini quantité, l'ajouter dans votre mélange. Juste ça, ça va être suffisant pour que votre appareil soit vert, autrement, il est blanc. Puis, on amène ça à ébullition. Ce que je vous conseille aussi, c'est que ça va devenir très, très chaud et comme c'est très concentré en sucre, ça va être brûlant, en fait. Donc, quand vous avez votre fond de tarte, laissez votre mélange à la lime, au citron, tempéré, le temps qu'il tiédisse un petit peu avant de le mettre sur votre fond de tarte. Si vous le déposez dessus avant puis qu'il est trop chaud, il va être encore trop liquide, puis là, ça va avoir tendance à imbiber votre croûte plus qu'à faire une belle couche dessus et à figer. Donc, s'il est trop chaud, ça se peut que ce soit trop liquide, puis là, votre croûte, elle flotte sur le dessus, le mélange, il se ramasse en dessous. C'est pas souhaitable. Donc, pendant que ça chauffe, continuez toujours de fouetter pour pas que ça brûle en dessous. Ce n'est pas l'effet désiré. Donc, ça commence déjà à épaissir un petit peu à cause de la fécule qu'il y a à l'intérieur. Donc, la fécule de maïs va vraiment servir à avoir l'onctuosité qu'on aurait habituellement dans ce type de tarte-là avec des jaunes d'œufs. Puis, l'agar-agar va venir figer vraiment pour remplacer comme un équivalent de gélatine. Donc, si aussi l'Aquafaba, ça vous intéresse, je vais plugger un petit, un petit stand qu'il y a ici aujourd'hui. C'est Mindful Macarons, qui sont des macarons de l'Ontario. Puis, les macarons véganes, c'est très nouveau comme commerce, on peut dire, parce que justement, c'est un produit qui a vu le jour grâce à l'Aquafaba aussi. Comme les macarons, c'est fait de meringue, puis qu'on doit habituellement utiliser des blancs d'œufs, on ne pouvait pas encore manger des macarons. Donc, maintenant, c'est fait. Puis, il y a quelqu'un qui en a ici aujourd'hui. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis, si vous voulez voir qu'est-ce que je fais, sinon, autrement que des tartes à la lime, je suis située au niveau de la mezzanine. J'ai des biscuits, des cupcakes, des brownies, des pots avec la pâte à biscuits, bien des affaires pour vous donner du dessert le matin, le samedi matin. Donc, pendant que ça finit de chauffer, je vais rapprocher mes petites choses ici. Puis, on va calculer notre Aquafaba. Donc là, ce que vous pouvez faire aussi avec l'Aquafaba, si ça ne vous tente pas de manger l'équivalent d'une canne de pois chiches à chaque fois que vous voulez de la meringue, bien, les pois chiches, quand c'est cuit, vous pouvez les congeler. Même chose pour l'Aquafaba. Fait que si à un moment donné, ça vous tente de manger des pois chiches, mais pas de faire de la meringue à la place, vous pouvez congeler votre Aquafaba. Vous le mettez dans un pot maçon, vous l'envoyez au congèle. Il peut rester là un petit bout, puis quand vous en avez besoin, vous le sortez, puis vous le faites dégeler, puis il est encore bien bon. C'est plus facile à ce moment-là que de le laisser au frigo dans un conteneur hermétique. Ça a tendance à passer date plus rapidement à ce moment-là. Donc, ici, ça épaissit pas mal, comme vous pouvez voir.
On est arrivé au point d'ébullition. Je ne sais pas si on voit, mais le mélange, c'est plus liquide, là. C'est plus comme c'est vraiment plus une gelée. Ce qu'on attendrait que ça arrête de faire autant de petites vapeurs, puis qu'après, on viendrait déposer sur notre fond de tarte. Donc, une fois que c'est déposé sur la croûte, vous le mettez au frigo. L'idéal, c'est de le mettre une nuit. Il va tempérer, il va refroidir et il va devenir vraiment gélifié, comme la version que j'ai ici, qui a passé une nuit au frigo, qui est bien figée, qui ne bouge pas. Donc, les petites cannes ici, vous pouvez utiliser un batteur sur pied pour faire la meringue. Si vous en avez un, tant mieux, c'est l'idéal. Pour de vrai, vous allez vous faire des bras, sinon, c'est quand même un bon effort, même avec une mixette à main. Ça prend quand même du temps. Donc, l'idéal pour l'aquafaba, pour avoir une meringue qui se tient, puis qui est intéressante, que vous pouvez autant faire en meringue fraîche comme ça, que vous allez passer à la torche après, ou venir faire des petites meringues sèches au four, c'est toujours d'avoir une part d'aquafaba pour 1,33 parts de sucre. Donc là, ici, je vais prendre 200 ml. C'est plus facile d'en faire un petit peu plus que d'en faire moins, juste pour réussir à aller chercher toute l'aquafaba qui va être dans les côtés du mixeur. Donc, je vais travailler avec 200 ml au lieu de 100, même si je pourrais en avoir besoin que de 100. On va venir calculer 200 ici. C'est à peu près la quantité d'une canne, habituellement, 200. Donc là, ma canne est presque vide. Je viens déposer ça dans mon batteur. On part ça, puis on va le mettre assez haut. C'est pas très long d'habitude. Ça fait brasser ma table. Donc, on le met au max. Déjà, ça commence à faire de la petite mousse. Puis, il y a vraiment des niveaux de meringue qu'on appelle, donc des niveaux de stiffness, si on peut dire. Donc, il faut vraiment se rendre au moment où l'appareil est vraiment, pas figé, mais qu'il se tient. Donc, on peut prendre le bol, le virer à l'envers et ça ne coule pas. Souvent, quand on voit des meringues qui n'ont pas survécu au four, si on peut dire, ou qui ont tendance à tomber, c'est soit le ratio de sucre qui n'est pas bon, soit il peut y avoir trop de sucre, il peut aussi en avoir pas assez. Ça va faire que ça ne tiendra pas parce que c'est le sucre mélangé avec l'aquafaba qui fait que ça finit par monter. Ou si on ajoute trop de sucre à la fois, ça va être trop lourd et ça va écraser notre meringue. Donc là, ça commence déjà à blanchir un petit peu. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est attendre que ça soit un petit peu plus monté que ça, qu'on commence à avoir vraiment une belle mousse. Puis à ce moment-là, j'ajoute le sucre, une cuillère, à peu près cuillère à table à la fois, puis peut-être une par 30 secondes. Là. On attend que chaque cuillerée de sucre s'est bien incorporé dans le mélange, puis après, on en rajoute une autre. Vous pouvez rajouter la vanille aussi à l'intérieur. Vous pouvez mettre des colorants si vous voulez faire des meringues de couleur. Ça se fait super bien. Puis, ce qui est vraiment intéressant aussi à rajouter à la fin, si vous voulez, surtout pour une meringue fraîche, c'est de mettre un petit peu de gomme d'oxantane. La gomme d'oxantane, en fait, c'est vraiment c'est un stabilisateur. Donc, ça va permettre pour certaines recettes d'éviter que le mélange se sépare. Dans ce cas-ci, ce que ça va faire, c'est que ça va stabiliser la texture finale du produit. Donc, on va avoir une meringue qui est ferme, qui fait des beaux pics, qu'on appelle. Là. On peut venir prendre le fouet, puis avoir un beau pic de meringue, puis que la meringue ne bouge pas. C'est vraiment avec la gomme d'oxantane qu'on va venir figer ce résultat-là pour éviter justement qu'on la mette, puis pas très longtemps après, elle commence à s'affaisser ou qu'elle fasse de l'eau. Plus vous en mettez, plus le mélange va devenir élastique aussi. Donc, si, exemple, je ne sais pas, vous aimiez les marshmallow fluff, là, les pots de fluff de guimauve, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Ça peut être fait avec ça ici, puis on viendrait rajouter plus de gomme d'oxantane pour rendre le mélange vraiment élastique. Quand on fait ça, à ce moment-là, on a de la misère là, à faire des trucs à la douille sans avoir un fil de meringue qui part avec. Ça rend vraiment le mélange très élastique. Ça peut être intéressant pour figer
plein d'autres choses aussi si jamais vous avez de la difficulté à avoir un mélange homogène avec des ingrédients qui mélangent huile et eau, par exemple. Des fois, ça a tendance à vouloir séparer. On peut venir mettre un petit peu de gomme de xanthane. Puis, on va s'assurer que ça ne le fasse pas, en fait. Donc, je vais l'arrêter pour vous montrer où j'en suis. Donc, mon petit jus de pois chiche, il a l'air de tout ça maintenant, là. C'est mou, mais on commence à avoir quelque chose. Donc, c'est encore trop, là, on dirait des bulles à bain presque, là. On dirait de la mousse de savon. Donc, c'est encore trop souple comme produit final, mais là, on va venir commencer à ajouter le sucre parce que ça a commencé à monter. Donc, on remet ça au bout. Puis, la coiffe à bosse, ce qui est le fun aussi, c'est que vous ne pouvez pas trop la fouetter. Donc, si vous vous dites, il me semble que ça fait longtemps qu'elle est là, mon sucre est tout mis ou peu importe, c'est pas grave. Elle peut continuer, vous pouvez le rester là. Ça peut prendre, dépendamment de ce que vous utilisez pour la mélanger, ça peut prendre 15 minutes, ça peut en prendre 20. Si vous le faites à la main avec une mixette à main, ça peut prendre 25 minutes. C'est pas grave. Tant que vous vous rendez au bon stade, il n'y a aucun problème. Donc, même, inquiétez-vous pas, là, même si elle descend un petit peu, elle va remonter aussi probablement. Donc, on rajoute une petite cuillère à la fois. Puis, dans mon sucre ici, j'ai vraiment 266 ml de sucre. Donc, vraiment, là, la règle que je vous expliquais tantôt, 1 pour 1, 33. Puis, ce même mélange-là, vous pourriez le prendre, le mettre dans une poche comme j'ai ici, comme je vais faire ici, mais le mettre sur une plaque, l'enfourner très bas à 200, 210 à peu près. Ça prend approximativement entre 1 et 2 heures, dépendamment de la grosseur des meringues que vous formez. Puis, ça va vous donner des meringues craquantes là, que vous pouvez garder après dans des contenants hermétiques pour les empêcher de prendre l'humidité, parce que s'ils prennent l'humidité, tout le tour de la meringue va devenir collant. C'est un peu moins intéressant, mais ça peut être vraiment le fun pour venir garnir des gâteaux, manger comme ça. C'est super bon. Puis, on enfourne ça jusqu'à ce que, en fait, vous allez le voir, il faut que, quand vous la sortez, vous la touchez, puis qu'elle est sec au toucher. Puis que si vous attendez un petit peu pour l'enlever, elle décolle facilement du papier parchemin. Si elle n'est pas prête, à ce moment-là, elle ne décollera pas, elle va rester collée sur le papier parchemin, puis le centre ne sera pas séché. Donc, quand vous allez la manger, elle va avoir tendance à s'affaisser, puis au centre, elle va être collante encore. Donc, on rajoute le sucre ici. Là, ça s'en vient un petit peu en nuage. Donc, ça s'en vient. Tranquillement, pas vite. Puis, il faut vraiment que vous mettez aussi le fouet, si vous utilisez un mélangeur sur pied. La main, qui est l'autre embout, ça ne fera pas. Il faut vraiment que ça fouette. Puis, vous le mettez au bout. Le plus haut possible. Question que ça s'incorpore bien et que l'air réussisse à bien rentrer dans le mélange. Vous allez vous ramasser avec un petit peu de sucre à côté, mais bon. Ça peut aussi être utilisé, la coiffe à bas, pour faire des mousses au chocolat, ou des mousses, peu importe la mousse, en fait. Tous les gâteaux mousse, vous pourriez faire une meringue dans ce style-là, vous la faites monter, vous prenez la moitié à peu près, vous l'incorporez doucement avec du chocolat fondu qui a tempéré un petit peu, qui n'est pas brûlant. Puis ensuite, vous rajoutez l'autre moitié, donc on sépare l'appareil en deux, puis on incorpore bien. Le mélange va s'affaisser un petit peu. Des fois, on peut avoir l'impression qu'on l'a manqué à cause de ça, mais pas du tout. En fait, vous la mettez au frigo, dans les petits contenants individuels. Là, mettons des petites verrines, puis ça va refiger au frigo. Ça va avoir vraiment un bel aspect mousse là, quand vous allez venir chercher une bouchée dedans. Ça va être bien aérien. C'est bien intéressant. Moi, quand j'ai des restants aussi d'aquafaba, ce qui arrive régulièrement quand j'en fais, il me reste tout le temps un fond de poche.
Vous pouvez vous en servir pour venir faire une crème fouettée sur un chocolat chaud. C'est vraiment le fun. Donc, ça vous fait comme un s'more, là, presque. Donc, on vient le faire, puis vous pouvez le brûler après. Puis vous avez une genre de guimauve dorée sur votre chocolat chaud ou sur votre café. C'est bien, 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 bien le fun. Donc, j'achève mon sucre ici. Là, elle est pas mal montée. Juste qu'il faut finir de mettre cette quantité de sucre-là pour que ce soit bien terminé. Ça ici. Puis le reste de sucre. Donc là, on va venir ajouter. La texture est belle. Donc, on va venir ajouter un petit peu de vanille. Donc, à peu près une cuillère à thé. Vous pouvez mettre de la pâte de vanille, de l'essence de vanille, comme vous préférez. Ça ici. Puis, un petit peu de gomme d'oxantane. Ça n'en prend vraiment pas beaucoup. Vous pouvez mettre à peu près une demi-cuillère à thé. C'est suffisant. C'est vraiment juste pour venir figer le résultat final. Donc, on va laisser ça fouetter en attendant. J'ai une douille ici dans mon sac à pâtisserie. Moi, j'aime bien installer ça comme ça quand on a 2 mains et non 3, comme la majorité. C'est beaucoup plus facile. Donc, on installe le sac ici. Donc, vous voyez, je peux le tourner mon bol. Mon fouet, il ne bouge même pas, là. C'est vraiment, c'est super stiff. On a une belle meringue avec du jus de pois chiche. Qui l'aurait cru? Vous pouvez aussi, si jamais vous faites vos pois chiches from scratch, là, si vous les achetez secs, vous gardez dans le fond votre haute cuisson. C'est ça, l'aquafaba, en fait, c'est l'eau de cuisson des pois chiches. Des fois, on pense que c'est comme une eau spéciale un peu ragoûtante qu'il y a là-dedans. Non, non, c'est juste, c'est juste l'eau de cuisson. Donc, vous laissez vos pois chiches dans l'eau de cuisson une nuit au frigo. Puis le lendemain, vous récupérez l'eau de cuisson. Puis c'est ça, c'est l'aquafaba. Si vous avez mis beaucoup d'eau puis que votre mélange il est très liquide, vous pouvez la faire réduire à feu moyen jusqu'à ce qu'elle ait une consistance intéressante. Là, ça ressemble à une texture un petit peu de blanc d'œuf étiré, si on veut. Donc, vous la faites réduire, vous la faites réfrigérer, puis elle va être utilisable. Là. Il n'y a aucun problème. Donc, on va venir remplir ça ici. Vous voyez la belle texture, c'est très ferme, ça ne bouge pas. Moi, je le mets dans un sac, mais vous pouvez le mettre dessus, faire un petit design avec une cuillère, puis ça fait bien la job. Là. Je suis habituée de travailler avec des sacs à pâtisserie. Partout où je peux mettre un petit design avec une douille, je le fais. Donc, on va essayer de sortir ça sans que j'en mette partout. Je vais venir en rajouter un petit peu dans mon sac. Puis, l'aquafaba, ça reste en meringue comme ça. Là, vous pouvez le laisser, mettons que vous avez plus qu'une tarte à faire, puis je ne sais pas, vous avez un moule, vous voulez attendre que ça fige un peu. Elle pourrait rester là, puis je pourrais me faire un chocolat chaud avec le restant dans 5 heures. C'est pas vraiment grave. Là. Ça reste quand même figé assez longtemps. Donc, on va venir pousser ça ici. Et voilà. Puis, je vais venir garnir ma tarte ici. Je fais des petites rosettes.
si vous avez de la difficulté avec les poches à pâtisserie, moi, je vous conseille vraiment d'avoir une main ici, une main là. Donc, on pousse ici et on guide avec l'autre main. Puis moi, je le twist en même temps. Fait comme ça, le produit il descend. C'est beaucoup plus facile que d'arrêter, genre, le represser. On tourne à mesure, puis ça travaille vraiment bien de cette façon-là. Et voilà. Donc, j'en ai un petit peu sur la main. Vous voyez, ça se tient bien, ça garde la forme, ça ne bouge pas. Donc là, je vais sortir mon attirail de garage. Vous pouvez prendre une petite à crème brûlée, là. C'est pas, cette chose n'est pas nécessaire, mais pour vrai, c'est beaucoup plus facile. Puis au final, je pense que c'est moins cher que les petits brûleurs qui vendent dans les épiceries spécialisées. Qu'eux, ils se disent, on a mis le mot crème brûlée dessus, puis on met ça plus cher. Donc, on vient mettre la petite flamme, puis on vient frôler. On va avoir une belle couleur, là. Ça vient vraiment doré. Puis là, vous allez peut-être le sentir. Ça sent le camping, là. Ça sent la guimauve. J'ai accroché le papier. C'est pour ça que ça a fait un petit peu de fumée. Je mets le feu dessus, tu sais. La repartir, juste parce que si on la vire trop à l'envers, elle arrête. Donc, on obtient vraiment un beau résultat. Puis, de venir dorer le dessus de la meringue, ça permet vraiment une définition aussi de ce que vous avez fait comme design avec, au final. Donc, vous obtenez vraiment une belle meringue qui se tient, que vous pouvez laisser à température, ça peut rester à température ambiante plusieurs journées, là, une fois qu'elle est caramélisée sur le dessus, il n'y a pas de problème. Et voilà, c'est pour vous, ça. Merci. Donc, moi, je fais des cupcakes aussi qui sont que j'appelle la tarte au citron, qui est un cupcake vanille avec un lemon curd à l'intérieur. Donc, ce serait comme l'équivalent de l'appareil qu'on a ici, mais pas vanille, pardon, citron. Puis, je viens faire une meringue sur le dessus. Même principe, on passe à la torche. Sérieusement, je pense que la meringue, c'est la durée de vie de mes cupcakes en général, ça peut rester bon très facilement une semaine. La meringue reste super belle. Oui, elle va avoir, après, je sais pas, après peut-être 3 jours, elle va avoir descendu un petit peu, mais elle est encore super belle, super bonne. Donc, vous pouvez faire votre tarte, la laisser au frigo. Vous avez doré le dessus. Ça reste très bien. Ça garde sa forme. Ce qui me reste ici, c'est encore bien, bien beau. C'est un petit peu, vous voyez, là, quand je dis que ça vient, ça vient un petit peu élastique. Donc, si vous voulez que ça ait vraiment un aspect plus guimauve ou guimauve fluff, vous rajoutez un petit peu plus de gomme de xanthane. On pourrait également, celle-là, si je voulais la refouetter puis rajouter du colorant à l'intérieur pour faire une meringue de couleur, peut-être pas à griller parce que là, le brun du caramélisé va comme interférer avec la couleur. Puis des fois, ça ne fait pas nécessairement des couleurs très, très charmantes. Mais si vous voulez faire des meringues au four croquantes, prenez du colorant comme celui-là que j'ai ici, qui est de Wilton. Plein de compagnies qui en fait, c'est les colorants en gel. Donc, c'est plus concentré. On ne rajoute pas de liquide. Même chose pour vos appareils, c'est plus concentré. Donc, pas besoin d'en mettre beaucoup. Pour mettre du vert là-dedans, on mettrait une pointe de cure-dent, puis ça serait très, très, très suffisant pour avoir une belle meringue verte. Donc, j'ai fait le tour. Je vais me déplacer à la table si vous avez des questions, puis on va pouvoir passer à la dégustation dans pas très long non plus. Merci.